Et donc il y a une forme d'évidence à ce qu'on se retrouve ici dans ce bel écrin que représente donc la Maison des Arts, pour rendre un hommage mérité à un grand serviteur de l'État. Comme vous le savez, pendant longtemps, la politique culturelle a été pour partie le parent pauvre, ou en tout cas la variable d'ajustement de nos politiques publiques. Et les gouvernements de François Hollande ont fait le choix de sanctuariser les crédits dévolus à la culture. Et je trouve que c'est une excellente chose. Et je me réjouis de retrouver exactement cette même dynamique sur le territoire du Figeacois, où je suis très agréablement surpris de la diversité, de la richesse de l'offre culturelle qui est proposée à l'ensemble du territoire. Et donc Ajar, bien évidemment, contribue de manière significative à cette diffusion culturelle. Donc je souhaite que nous puissions continuer ensemble à travailler dans ce sens. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour appuyer l'ensemble des projets que vous portez. Et je sais qu'ici, au sein de cette maison, de nombreux projets sont dans les cartons. Et donc j'espère pouvoir vous aider à les faire. Ne vous inquiétez pas. Et c'est là où on se dit qu'on est peut-être allé un peu loin dans la prise d'engagement. Et je serais ravi, à mon modeste niveau et avec les quelques leviers qui sont à ma disposition, de pouvoir vous aider à accomplir l'œuvre culturelle que vous menez sur ce territoire avec beaucoup de réussite. Et je tenais aussi à vous en remercier. Voilà, je m'arrête là. Merci à vous. Merci Alain de me donner la parole pour un mot. Ce n'est pas le ministre ou l'ancien ministre ou le défenseur des droits aujourd'hui qui s'exprime, c'est à la fois l'amateur d'art et l'ami fidèle de Jean-François. L'amateur d'art parce que je crois que, comme beaucoup d'ailleurs dans ma génération, c'est Georges et Paul Pompidou qui nous ont directement ou indirectement par leur présence ou par leur action, par leur discours, par leurs traces, entraînés sur les chemins de l'art moderne et de l'art contemporain. Et donc, je veux dire que je suis extrêmement heureux de me retrouver encore une fois ici, à Cajar, à la Maison des Arts et à quelques encablures de la maison, Rajou. Et donc, c'est tout simplement aussi cette occasion, Jean-François, un moment d'émotion de ce point de vue. Et puis, simplement, je fais l'aller-retour aujourd'hui pour, à titre amical, après avoir annulé le reste de mon emploi du temps, Dieu sait si en tant que défenseur des droits, on est sur tous les terrains de la demande sociale, vous savez, parce que Jean-François, naturellement, a été collaborateur au ministère de la Culture et de la Francophonie, mais bien avant et bien après, c'est un homme avec lequel j'ai entretenu une relation d'amitié et de confiance. Je suis content d'ailleurs que Hélène, sa femme, soit là, que Melchior soit quelque part par là, que j'ai quasiment tenu sur les fonds baptismaux. Et donc, je voudrais simplement dire que c'est pour moi une occasion de dire mon affection, et puis de dire aussi, et c'est pour ça que, Alain, tu vas maintenant distinguer de nouveau Jean-François, que Jean-François, depuis que, au milieu des années 70, très longtemps, il était avec Alfred, avec Daniel Abadi, avec d'autres, un des pionniers du centre Pompidou. Il a toujours été sur la ligne de front de ce que vous disiez, monsieur le sous-préfet, c'est-à-dire d'une politique culturelle dans laquelle les arts plastiques n'étaient pas, comme ils le sont de temps en temps, au second rang, mais au contraire, à travers une institution multidisciplinaire, s'adressant à tous les publics, comme était le projet du Centre Pompidou, et comme est devenu le Centre Pompidou aujourd'hui, les arts plastiques en première ligne pour s'efforcer de faire en sorte que tout le monde appartienne, s'approprie les œuvres de l'humanité et participe à cette création, cette diffusion qui fait aussi ce que vous savez tous, c'est-à-dire une grande partie du lien social. Et l'année prochaine, ça sera le 40e anniversaire de
de l'ouverture en 77 du centre, et je pense qu'il est bon de dire que des hommes comme Jean-François ou comme Alfred ont vécu toute cette aventure depuis le début, et que si Georges Pompidou, hélas, après son décès, n'avait pas eu derrière lui des hommes et des femmes, certains chenus, chevronnés, importants, d'autres tout jeunes et enthousiastes, pour faire que le legs qu'il avait laissé soit reçu et prospère, nous ne serions pas là, nous ne serions pas là d'ailleurs à Cajar non plus. Et donc voilà, c'est simplement ça que je voulais dire, Jean-François, c'est que non seulement je suis venu ici pour vous embrasser, mais aussi pour vous dire que cette distinction, elle est celle de quelqu'un qui a traversé cette période avec des responsabilités importantes, et toujours dans cet esprit à la fois de faire que les artistes soient indépendants, puissent créer, puissent s'épanouir, et en même temps que le service de l'intérêt général soit assuré. Alors bravo. Monsieur le ministre, cher Jacques, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers amis et chères hautes autorités ici présentes, mais par le mouvement du cœur, plus que par le mouvement de la fonction, et je vais me situer dans la droite ligne de ce qu'a dit monsieur le préfet et de ce que Jacques vient de dire. Mon cher Jean-François, cher ami, c'est un honneur pour moi d'avoir été choisi par vous pour me remettre aujourd'hui, pour vous remettre aujourd'hui la distinction d'officier dans l'Ordre national du mérite. Cette haute distinction a été créée il y a plus de 50 ans par le général de Gaulle pour service rendu à la nation. Ce qui est important, c'est le pour service rendu à la nation. Elle me paraît particulièrement bien adaptée à votre parcours. Vous êtes né après la guerre, pétri de culture classique, vous obtenez une licence de lettres après avoir préparé l'école normale supérieure, mais c'est déjà l'action qui vous mobilise. Vous engagez de vos propres mains des travaux de recherche archéologique, si je suis bien informé. En 1970, vous avez 22 ans, votre épouse n'en a que 21, je crois, mais néanmoins, bien, vous avez 22 ans et vous rejoignez votre ami d'à travers le monde, je n'irai pas plus loin, Alfred Pachmann, dans le cadre de la préfiguration du futur Centre Pompidou. Vous êtes alors l'un et l'autre sous la responsabilité de Robert Bordaz, délégué pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg. Il deviendra président de l'établissement public chargé de la construction du centre, dont il sera président pour le coup de 76 à 77, date de son inauguration. 40 ans se sont écoulés dès le début de l'année prochaine, entre cette inauguration et le 40e anniversaire du centre désormais appelé par le nom de mon père, Centre Georges Pompidou. Oublions les querelles et les broncas parlementaires qui ont suscité dans la gestation de cette initiative d'avant-garde multidisciplinaire et quasi visionnaire de longs débats. Et même Maurice Druon a réussi à les calmer, ce qui n'était pas simple. Mais revenons à votre parcours. Comme Georges Pompidou, vous êtes attiré par l'évolution de l'art actuel. Vous devenez de 70 à 74 inspecteur au Centre national d'art contemporain à Paris, dans le cadre de la préfiguration du futur Centre Pompidou. Vous réalisez en tant que responsable du service audiovisuel une vingtaine de films, parmi lesquels trônent notamment Max Ernst, Jean Tinguely, Spohéry et bien d'autres. En 1975, vous rejoignez comme chargé de mission le Musée national d'art moderne de la ville de Paris
Vous êtes alors commissaire d'exposition de présentation du futur Centre Pompidou en France et en Pologne avec Renzo Piano et Richard Rogers, désignés par concours international indépendant, et ça mon père y tenait beaucoup, comme les architectes du centre. Il n'avait plus que son mot à dire, sa signature à donner après que le concours indépendant et international ait eu lieu. L'année suivante, vous devenez responsable des relations avec l'étranger et la province. Et ce n'était pas le plus simple. Vous êtes responsable des relations avec l'étranger et la province du musée d'art moderne et vous préparez dans le cadre du centre l'exposition Paris-New York. Ceci vous conduit à de nombreux déplacements en région que vous réalisez grâce à votre brevet de pilote d'avion privé pour allier le plaisir et l'efficacité. Et c'est grâce, semble-t-il, à une bicyclette pliable que vous arrivez toujours par le train sur les lieux où vous devez expliquer au directeur des musées, non pas que vous êtes arrivé en avion à vos frais, bien sûr, mais que vous devez expliquer la nature du projet d'une part et que sa réalisation surtout n'entamera pas leur budget. C'était une mission diplomatique qui n'était pas simple quand on connaît les directeurs des musées. À travers le ciel de France, vous calmez la province pendant que se terminent les rudes combats qui précèdent la finalisation du centre Pompidou que j'ai évoqué tout à l'heure. Il est inauguré en 1977 par le président de la République en présence des plus hautes personnalités nationales et internationales que je ne peux pas tous citer. Fort du succès de l'expérience acquise, vous devenez de 1978 à 1984 chargé de mission auprès du président du Centre Georges Pompidou, successivement Jean Millier, Jean-Claude Bruns, dont on évoquait la mémoire tout à l'heure, et Jean Maheu, dont j'ai vu la mémoire évoquée par des photos que m'a donné M. Poussy tout à l'heure. Vous êtes notamment en charge des relations internationales du Centre Pompidou. De 1984 à 1986, vous suivez les affaires financières du Centre et vous participez au développement de la Société des Amis du Centre Pompidou, présidée par Mme Hélène David-Veil. Et c'est à ce moment que vous allez tisser des liens avec ma mère, Claude Pompidou. Tous ceux qui l'ont approché se sont rendus compte de sa prestance, de son authenticité, de son naturel, mais que chaque fois c'était compliqué. Et en effet, décidée à défendre la mémoire de son mari, tout en s'impliquant dans la défense des artistes contemporains, elle ne partage pas le souhait de son ami Dominique de Ménil, né chez Berger, de dénommer la Beaubourg Foundation, une initiative américaine destinée à soutenir le centre. Et c'est grâce à votre diplomatie, à votre capacité de conviction que vous arrivez à résoudre un conflit latent entre deux grandes amies de l'art contemporain, la grande mécène multimilliardaire et l'ancienne première dame de France qui n'avait pas un rôle. Donc tout ça fait que vous aviez quand même des capacités tout à fait exceptionnelles. Ainsi naît l'association américaine pour le Centre Pompidou, alors que la dénomination de Beaubourg Foundation est définitivement enterrée. Je ne parlerai pas des conséquences qui ont été en particulier constatées quand elles sont levées, on n'a rien entendu cligner, c'était ressort, ça c'est la France, et après tout c'est le prestige du consulat de France à Washington. Oui, la France régit. Toujours est-il que vous allez ensuite vous trouver engagé dans 10 ans d'activité politique. Alors là, c'est le drame. L'activité politique intense, c'est un engagement politique personnel et profond dans les cabinets ministériels. J'en sais quelque chose pour avoir fait 6 ans dans les cabinets, puis j'en sais quelque chose pour avoir été ministre pendant de nombreuses années avec de nombreuses responsabilités, car vous avez des amis convaincus et convaincants. 86, 88, vous êtes
en 1986, vous êtes auprès de Lucette, 86-87, auprès de Lucette Michaud-Chevry, haute en couleur, et qui avait du mal à accepter les décisions des conseils interministériels. Elle s'enfermait même dans son bureau sans qu'on puisse la joindre pour refuser de rejoindre les conseils interministériels qui ne lui convenaient pas. Monsieur le sous-préfet, ça vous dit quelque chose, peut-être? Je connais son tempérament, en tout cas. Très bien. 93-95 auprès de notre ami Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Communication. 95-96 auprès de Philippe Douste-Blazy, ministre de la Culture et de la Communication. Et là, vous allez y mesurer la puissance du pouvoir de décision et les aléas de la politique sur lesquels je serai particulièrement peu disert, ou pudique en tout cas. Cette période chargée sera interrompue en 1989 en vue d'engager auprès de Dominique Bozot, président du Centre, le réaménagement du Centre Pompidou. Et c'est en 1996 que vous devenez délégué aux arts plastiques et président du Centre national des arts plastiques. Vous êtes ensuite inspecteur général de l'administration des affaires culturelles et ceci vous conduit à mener de nombreuses missions d'intérêt public. Et c'est dans ce contexte qu'en 1999, ma mère vous demande d'assurer la présidence de la Maison des Arts Georges Pompidou à l'époque, à Cajar, qui avait été créée 10 ans plus tôt, en particulier grâce à M. Coucy, soutenu par la ville et les autorités locales et régionales. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut divulguer le secret, chère Martine, mais qu'aujourd'hui, le conseil d'administration vient d'adopter le logo définitif de ce qui devient, à compter d'aujourd'hui, la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou. Je tiens à insister que c'est une initiative du président du conseil d'administration et non pas la mienne. Et je remercie tous les membres du conseil d'administration de s'être engagés dans cette démarche que tu apprécieras, je le remercie. Vous menez alors des relations étroites et régulières avec Claude Pompidou, qui avait remarqué vos capacités de négociation dans la défense du nom du président au cours de l'épisode qu'il avait opposé à Dominique de Ménil. Elle continuait à suivre étroitement l'évolution du centre qu'il fallait faire vivre et grandir. Il faut rendre hommage à votre action et à l'engagement de Martine Richard et de son équipe dans la réalisation de nombreuses manifestations culturelles à Cajar et dans la gestion de la maison d'Horace à Sierra-Popi, rendre hommage également aux collectivités locales, régionales et à la mairie de Cajar, ainsi qu'à la communauté de communes, au conseil général, au conseil général et du conseil départemental depuis, ça c'est la réforme territoriale qui le veut, mais néanmoins toutes ces instances ont porté à bout de bras la Maison des Arts Georges Pompidou, devenue aujourd'hui Maison des Arts Georges et Claude Pompidou. Et tout au long de votre parcours, revenons à vous, lié à des activités intenses, vous êtes secondé par une femme remarquable, votre épouse Hélène, et ressourcée régulièrement dans un climat familial enrichissant et animé par 5 enfants, dont un est présent aujourd'hui. Il semblerait qu'à sa naissance, il vous ait sauvé la vie, vous deviez partir à Caracas ou je ne sais pas où, mais compte tenu du fait qu'il ne s'était pas précipité d'arriver et retrouver ce monde extérieur, vous n'avez pas pris l'avion et l'avion s'est écrasé. C'est grâce à lui qu'il a fait ça. Je ne sais pas si c'est la mère ou le fils, mais enfin, en tout cas, c'est un travail commun. Rappelons que de 1983 à 2001, vous êtes conseiller municipal de Creuilly, dans le Calvados. Je passe sur la restauration du château forteresse construit au XIVe siècle, puis agrandi et acquis par votre famille, car ceci est votre jardin secret. De 1987 à 1995, vous êtes le président du Cyclope en forêt de Fontainebleau, cher à Niki de Saint-Phal et à François Mitterrand.
où ma mère venait se ressourcer et accompagner les activités de cette institution. Et enfin, depuis 2014, vous représentez le ministère de la Culture à la Fondation Sommer pour la chasse et la nature, œuvre de François Sommer, soutenue par mon père, qui chassait souvent avec lui et qui avait remis en état complètement le parc de Chambord sur le plan cygénétique dans l'ordre de la protection de la nature et dans le cadre du ministère de l'Environnement qu'il avait créé, le premier ministère de l'Environnement qui avait été créé sous Georges Pompidou. Voilà donc, mon cher Jean-François, une vie bien remplie qui laisse présager d'autres rebondissements à venir. Permettez-moi de conclure de façon elliptique et un peu plus personnelle. Vous êtes, me semble-t-il, plus qu'un haut fonctionnaire, mais un anticonformisme et un anticonformiste réservé, un passionné d'art contemporain comme l'est notre ami Jacques Toubon et son épouse, ici, qui est là, et son épouse, je ne parlerai pas d'Alfred Pacman qui a servi pendant plus de 13 ans le musée du Centre Pompidou. Vous êtes un gestionnaire et un diplomate de talent au service des justes causes, un grand administrateur, pilier de la culture contemporaine, un conseiller discret mais engagé, un pompidolien convaincu, comme lui amoureux et dévoué à Cajar et à sa région. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous remettre cette prestigieuse distinction que vous avez amplement méritée. Bravo. Oh my God. Je vais aller très lentement. C'est pas que je sois gâteux, c'est simplement que madame m'a demandé du temps pour les photos. Il y a la vicaire Sylvain qui va prendre une photo aussi. Attendez, monsieur Pompidou, que la vicaire Sylvain puisse prendre une photo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Je vais prononcer la phrase fatidique et ensuite je vais mettre le temps à épingler la médaille. Comme ça. Jean-François de Canchy. Au nom du président de la République, je vous fais officier de l'ordre de la Légion du Mérite national. Sur la poitrine. Oui. Alors on va... Attendez, je ne vous trucide pas. Voilà. Peut-être prendre monsieur le ministre avec. Le ministre,